Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On va découvrir cette année encore des personnalités qui font vivre et vibrer la Franche-Comté. Et je suis heureuse de recevoir en studio à Besançon aujourd'hui Manon Bohard-Caillé. Sa passion, c'est le sport, alors plus particulièrement l'ultra-trail. À 33 ans, Manon est une spécialiste des longues courses en montagne. Elle a déjà un très beau palmarès, par exemple gagné la Diagonale des Fous l'an dernier. Et elle revient des États-Unis où elle a terminé deuxième de la Hard Rock 100 Endurance Run. 160 km de course dans le Colorado. On va découvrir son parcours et sa passion ensemble. Aujourd'hui, je me plonge dans les yeux de Manon Bohard. Dans les yeux, Chloé Vernet. Bonjour Manon. Et bonjour Chloé, merci de l'invitation et de cette présentation qui fait chaud au cœur. Merci à vous d'être venue dans nos studios dans un agenda qui est bien serré. On va parler de votre vie, de votre parcours. Il faut un petit peu tout combiner. On va le découvrir. Mais d'abord, allez, on va revenir au début de l'enfance, au début de votre histoire. Est-ce que le sport a toujours fait partie de votre vie ? Alors oui, tout à fait. Moi, je suis née à Pontarlier, donc je suis originaire quand même du Doubs, du Haut-Doubs. Et Pontarlier, ville de sportifs. Mes parents tenant une auberge sur les pistes de ski du Mémesy, c'est à la frontière suisse au-dessus de Morteau. Et j'ai toujours évolué durant mon enfance et mon adolescence dans un environnement de moyenne montagne, bercé par le ski, les randonneurs, la course à pied. Je me suis inscrite, j'ai été vite licenciée en ski de fond et en judo. C'était mes deux passions quand j'étais jeune. Et j'ai un papa et une famille qui est quand même, on va dire, très sportive, avec toujours des projets, des ambitions, des envies d'aventure. Et voilà, quand on a une éducation comme ça de sportif, d'actif, on est de toute façon avec une envie aussi, nous, d'aller découvrir l'extérieur et de se déplacer avec son corps et avoir des performances personnelles. Donc le judo, le ski m'ont appris beaucoup de résilience, de rigueur, pas mal de valeurs qui m'ont accompagnée pour la suite. Et puis pendant mes études de diététique, puisque je suis diététicienne nutritionniste, j'ai toujours fait du sport tous les jours de ma vie, tous les jours, et même si la compétition n'était plus trop présente, j'avais toujours cette envie de m'entretenir, de m'évader. C'est vraiment des éléments qui sont importants pour moi, pour mon équilibre émotionnel aujourd'hui. Et la course à pied m'a rattrapée quand je me suis installée à Besançon en tant que diététicienne il y a maintenant une grosse dizaine d'années. Donc effectivement, une famille très sportive, notamment votre papa, qui est d'ailleurs en train de courir en ce moment, on enregistre cette émission. C'était pas une pression, ça, d'avoir une famille justement qui fait du sport. Vous êtes pas mis cette pression de vous dire je dois suivre les traces de papa? Non, ça l'a jamais été. Ça a plutôt été un privilège, même un modèle dans mes premières années de sportive. Ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup de valeurs et on partage encore beaucoup de choses ensemble. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un sur lequel je m'appuie et qui est de très bons conseils, de par son expérience et aussi de par les valeurs qu'il a acquéries. Et jamais, ça n'a jamais été une pression. Mes parents m'ont toujours soutenue dans mes choix et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir en tout cas à pratiquer. L'arrêt de la compétition n'a pas été un problème pour eux en tout cas, et la reprise derrière n'a pas non plus été un problème, parce que des fois on se sent un petit peu aussi comme la plupart des gens me demandent, avec un papa qui s'est illustré là depuis quelques années sur l'ultra, est-ce que c'est pas un petit peu pour faire comme ou par pression un petit peu de bien faire? Et à aucun moment en tout cas je le ressens comme ça. Il n'y a pas de dualité, il y a que du soutien et beaucoup d'amour, et aussi on vibre en fait pour les mêmes choses, et maintenant on arrive à pratiquer ensemble et à même passer des lignes d'arrivée et des lignes de départ et prendre les lignes de départ ensemble. Donc c'est quand même assez grisant, gratifiant et surtout assez original de faire ça en père-fille, quoi. Parce que souvent donc il court avec vous. Et ben souvent, en tout cas, il est arrivé que ma mère fasse des assistances où moi j'étais sur la petite distance entre guillemets des 60, 70, 80, et que lui était sur le 100 miles. Et maintenant c'est plutôt moi qui suis sur des 100 miles, et lui qui est en train de rediminuer un petit peu les distances. Mais on a pris le départ de l'UTMB ensemble l'année dernière, pris le départ de la Diag où je gagne l'an dernier. Alors ça s'est moins bien passé pour lui, ça se passe pas toujours bien pour l'un de nous deux, c'est
aussi ça l'ultra. Mais par contre, on s'entraîne pas mal ensemble, on reconnaît les parcours ensemble quand on peut, et on a similairement un niveau là qui est assez proche au final. Donc c'est vraiment beaucoup de bonheur et de plaisir d'avoir cette passion commune au final. Donc effectivement, l'ultra trail, on ne peut pas tout prévoir dans ces courses-là, mais ce sont des courses donc longue distance, de 80, ça peut aller jusqu'à 200 km, beaucoup de dénivelé, des heures de course. Alors c'est vrai, quand on ne pratique pas, ça peut paraître complètement fou. Pourquoi vous faites ça? Alors c'est souvent une question qu'on me demande, et aussi que je me demande, parce qu'en fait à mes débuts, pourquoi je cours, c'est vraiment des leitmotifs qui ont évolué, c'est plus du tout les mêmes raisons qu'il y a 5 voire 10 ans. Moi, ce qui fait que je cours aujourd'hui, c'est déjà j'adore évoluer dans la nature avec mon propre corps. J'ai pas du tout les mêmes sensations en vélo ou en ski, même si j'adore le ski, j'adore le vélo. C'est pas du tout les mêmes ressentis émotionnel, et physiquement j'adore un petit peu les sensations des foulées. Il y a vraiment une part d'instinct et de sensation qui est propre à la course à pied que j'apprécie. Et puis après, vraiment le fait de voir son corps progresser, rallier d'un point A à un point B, pouvoir allonger les distances, pouvoir on parlait de chrono tout à l'heure ensemble, mais de pouvoir aussi diminuer un petit peu le chrono de jour en jour, forcément ça aide aussi à apprécier la pratique et avoir une passion. Et puis après, moi, c'est vraiment mon moyen un petit peu introspectif à moi. Je suis quand même quelqu'un qui est très contemplative, beaucoup dans l'après, l'anticipation. J'ai une vie qui est très chargée, donc en fait la course à pied, c'est un petit peu mon sas de décompression et mon sas à moi pour dire là je ralentis, là je prends du temps pour moi et mon corps, être un petit peu dans mon esprit, mais en fait penser à tout puis à rien. C'est pas thérapeutique, mais ça peut quand même ressembler à quelque chose d'un petit peu une aide un peu psychologique, des outils qui me permettent d'aller bien tous les jours, pas que sur le côté santé physique, mais surtout aussi santé mentale. Et c'est surtout aussi une discipline qui est très diverse et variée. Ici à Besançon, on a des parcours qui sont hyper ludiques, hyper plaisants. On peut jamais passer par le même endroit, on peut faire plus long, plus court, on peut aller plus vite, moins vite, on peut faire un petit peu plus de technique, un petit peu plus de roulant. Enfin, c'est jamais pareil, et les courses ne sont jamais pareilles aussi, parce que ça dépend aussi de l'atmosphère, de l'environnement, de plein de facteurs. C'est un peu la boîte de chocolat, on ne sait pas sur lequel on va tomber, c'est ce que je disais tout à l'heure, alors que quand bien même on sait ce qu'on met dans la prépa et dans la composition de cette préparation. Et c'est ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui dans l'ultra, et je sais que j'en pratiquerai plusieurs années, en tout cas j'espère, en santé et pas forcément à haut niveau, mais j'aime profondément ce sport. Ouais. Vous parliez de Besançon, la Franche-Comté, c'est vraiment une terre idéale pour le trail. Oui, parce qu'il y a du dénivelé, c'est vrai, mais pas non plus trop important. Donc je pense que quand on s'y met pour l'initiation un petit peu du trail, c'est vraiment une très belle terre d'initiation. Et après, on a quand même des environnements de plaine, de moyenne montagne. On a des montagnes quand même. Quand on va dans le Jura Sud, on peut aussi avoir des saisons. On a des vraies saisons ici. Donc en fait, on vit aussi la course à pied à travers les saisons. On peut faire un peu plus de routes, un peu plus de pistes. On a aussi des infrastructures qui accompagnent aussi les adhérents à pratiquer. Et puis on est quand même une terre de trail, alors à Besançon, mais on voit aussi des espaces trail, des courses aussi qui challengent aussi un petit peu tout le monde, et des sentiers qui sont quand même très bien entretenus ici avec les GR et avec les itinéraires de trail qui sont mis en place. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, et j'ai envie de dire même Bourgogne-Franche-Comté, puisque la Bourgogne a aussi un joli terrain de trail. C'est peut-être un petit peu plus plat, un petit peu plus roulant, mais il y a vraiment de quoi faire au niveau des paysages et puis de la technicité des sentiers. C'est vraiment un régal, quoi. Vous vous êtes déjà illustré sur des courses de la région, mais vous avez fait aussi donc des grands trails. On parlait de la Diagonale des Fous. Vous avez remporté l'année dernière. Et puis il y a l'UTMB qu'on connaît tous. Alors, vous avez pris 3 fois le départ, mais 3 échecs, c'est comme ça que vous le voyez. Oui, les échecs, même si le dernier UTMB, j'ai quand même passé cette fameuse ligne d'arrivée, et ça faisait quand même 3 ans que je préparais un petit peu la chose pour y parvenir, sauf que c'est pas du tout dans les dispositions et dans les conditions que j'imaginais une performance. Voilà, c'est une performance de finir un UTMB, mais moi, c'était pas dans mon optique de performance, dans mes ambitions. 28 heures, je suis quand même sur un chrono quand même qui est
est nettement supérieur à ce que je peux atteindre. Et il s'avère que j'ai pris aussi le départ avec déjà des petits pépins musculaires qui m'ont fait dire que la course allait être compliquée. Et bon, c'est aussi ça la beauté de l'ultra, c'est que une tête bien faite avec des jambes qui sont pas forcément dans les grands jours permettent quand même d'aligner un petit peu des kilomètres et d'aller au bout de ses objectifs. Donc c'est toujours la satisfaction d'arriver au bout et de partager les choses avec les proches et de pas mettre le clignotant dès qu'il y a un problème, parce que sinon ça serait je pense qu'il n'y a pas beaucoup de courses qui se termineraient sinon, parce qu'il y a des difficultés, il y a des facteurs qui vont faire que la course va pas se passer comme prévu. Il y a beaucoup d'inconnus et c'est ce qui m'excite aussi beaucoup dans l'ultra. Alors ces échecs entre guillemets là nous font rebondir et nous font repartir à l'entraînement avec un surplus de motivation et un supplément d'âme qui nous font peut-être gagner une diag cette semaine plus tard, malgré que le corps soit pas tout à fait remis. Et c'est ce qui s'est passé, et comme quoi c'est quand même une grosse part de mental tout ça. Et vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? Au moment de le passage de la diagonale, quand vous franchissez la ligne. Alors je dois avouer que c'est pas la ligne où je passe avec la plus grande satisfaction et le plus gros plaisir, puisque j'avais quand même des douleurs qui étaient présentes depuis 8 heures, qui devenaient quand même assez insoutenables. C'est une course qui a été difficilement maîtrisée, mais où je me suis vraiment accrochée et où j'ai fait une mi-course vraiment excellente dans ma fat, la partie où justement tout le monde commence à tomber un peu comme des mouches. Moi j'étais super bien. Par contre, le début, avec des troubles digestifs importants et des vomissements qui m'ont coûté quand même pas mal de cartouches dès le début, qui m'ont aussi fait dire qu'il fallait peut-être que je sois plus conservatrice que prévu sur cette course où j'étais quand même favorite. Et puis une fin là vraiment qui a été un long chemin de croix pour allier l'arrivée. Et voilà, on croit qu'on est à 200% de son potentiel physique, mais en fait dès que le mental prend la suite, on peut encore aller très très loin. Et on est, je pense, souvent assez surpris de ce que le corps est capable de faire, notamment sur la longue distance. Et je pense que les femmes, on est aussi très bien faites pour tenir des sensations de douleur assez longtemps. Alors je dis pas qu'il faut le faire, je voulais pas donner l'image de quelqu'un aussi détruite musculairement et aussi fatiguée et exténuée à la fin d'une course. C'est pas du tout l'image que je veux ramener. C'est plutôt l'image comme ma fin de hard rock a été un petit peu de difficulté, mais beaucoup de satisfaction, et c'est plutôt ça qui je pense est important de divulguer et d'entretenir dans l'ultra, et c'est pour ça que je travaille tous les jours à l'entraînement. Oui, donc la hard rock, là c'est une course récente, en tout cas elle date de début juillet. Donc vous en gardez un bon souvenir. Là, c'était une meilleure course, si vous devez faire un bilan. Alors carrément, ça a été une course là où j'ai vraiment maîtrisé les éléments, les éléments que je maîtrisais en tant que tel. Une fin de course un petit peu plus compliquée parce que j'ai eu une espèce de relâchement, et du coup énergétiquement, j'ai plus fait le job au niveau de l'alimentation sur les 10 dernières heures. Du coup, ça coûte quand même un petit peu sur la fin de course, avec une allure qui a un petit peu diminué. Quand bien même, je visais entre 29h30 et 31h, 32h, et je mets un beau chrono de 28h30 sur un tour, parce qu'il faut savoir que la hard rock, elle change de tour en fait. Et là, c'était dans le sens contraire de l'horloge. Et c'est le tour le plus compliqué quand même à mener, qui est un peu plus long, avec des pistes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pistes là-bas, beaucoup de passages techniques, mais aussi beaucoup de pistes. Et l'altitude qui joue des tours, on est à 3005 en moyenne, donc avec des passages à 4100, 4300, et c'est très compliqué de maintenir des allures, donc il faut surtout pas se griller, il faut surtout pas chercher à accélérer ou accélérer en descente ou accélérer en montée quand on se sent bien. Il faut plutôt être conservateur, et moi c'est plutôt quelque chose qui me va bien, et au final c'est une course qui m'a vraiment correspondu. Alors c'est sûr que je fais 2 heures derrière Cathy Scheid, le monstre un petit peu de notre discipline sur ultra, mais n'empêche que des courses comme ça, on peut vraiment prendre très très vite du temps, et ma fin de course m'a coûté quand même vite une bonne heure de temps du fait de la diminution de l'allure, et surtout je l'ai partagé sur la fin avec mon père parce qu'il était paceur, et ça c'est quelque chose aux États-Unis qui se fait par sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors le pacing, c'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui nous guide sur l'allure, qui nous motive, qui nous soutient, qui soutient notre allure et notre effort, sans apporter une aide extérieure par rapport au matériel, par rapport au ravitaillement,
chamaillements par rapport à... Voilà, il ne me portait pas, il ne me tirait pas à l'élastique, il m'accompagnait juste sur l'aspect physique et mental. Et ça, c'était surtout un partage très très fort que j'ai pu avoir avec mon père, parce que je pense que c'était vraiment l'année pour lui pour pouvoir le faire. Et lui, ça fait quand même plusieurs fois qu'il met le ticket dans la boîte de la Hard Rock et qu'il n'a jamais eu l'opportunité de participer. Donc c'était aussi pour lui renvoyer un petit peu tout ce qu'il m'a donné et ce qu'il m'a appris toutes ces années. C'était aussi pour lui dire, voilà, tu as le privilège de le faire ensemble cette année et prépare-toi pour ça. Et moi, en tout cas, je serai prête. Et c'était vraiment un très bon moment avec lui. Alors on va marquer à présent une pause musicale, un titre que vous avez choisi, Manon, La Marcheuse de Christine and the Queen. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Je vais toujours séché sur ma peau. Les gens sourient de peur que ma maladie de boxeur se prête. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. C'est parfait quand ça tape, il n'y a personne qui peut le. Fièvre au matin, nouvel air. Je m'en suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Je vais toujours au devant, il me tarde de trouver la violence facile. Des histoires authentiques, des tranches de vie, dans les yeux par Chloé Vernet.
Et nous sommes de retour dans votre émission Dans les yeux. Je me plonge dans ceux de Manon Bohar-Caillé, bisontine championne d'ultra trail qui s'entraîne entre autres sur nos massifs jurassiens. Manon, pourquoi avoir choisi la chanson La Marcheuse de Christine and the Queen ? Parce que c'est vraiment une musique dans laquelle je m'identifie beaucoup. Déjà, elle a un timbre et une voix. Alors moi, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de musique et de chant quand j'étais aussi ado. J'étais un peu touche à tout. Et je suis très très sensible à la musique. Et c'est une musique qui me transporte, qui est quand même douce, mais en même temps, il y a une petite rythmique derrière. Donc on peut vraiment courir avec ou marcher, justement. Et il n'y a pas que la course dans la vie. On peut aussi évoluer... le côté sport santé, moi je prône beaucoup ça dans le cadre de mon métier, mais aussi à côté. Et on peut, à travers le trail justement, trouver son compte entre la marche et la course. Et on peut aussi aller plus vite quand ça nous chante et quand on se sent bien et quand on a envie d'accélérer, et ralentir quand on sent aussi que c'est ce qui est profondément bon pour notre corps, quoi. Vous écoutez beaucoup de musique, vous, quand vous courez ? Alors un petit peu en course, dans les moments un petit peu plus difficiles où ça commence à être un petit peu brouillon dans mes pensées, ça permet un petit peu de rester focus, de me canaliser et puis de remettre une petite motivation, un peu d'émotion aussi quand il faut, parce qu'on a des paysages somptueux et avec la musique des fois c'est vraiment magique, donc ça permet un peu de transporter quand on a nous-mêmes plus trop de possibilité de se transporter. Après, j'évite de le faire parce que j'ai quand même des séances quand même assez spécifiques, et j'évite de le faire trop à l'entraînement pour rester vraiment concentré, focus sur ma foulée, sur la structure un petit peu de la séance. Par contre, ça m'arrive de mettre des podcasts sur des sorties longues ou quand j'ai envie d'écouter ou d'apprendre ou de m'évader à travers peut-être d'autres choses, mais c'est plutôt les podcasts qui m'accompagnent au quotidien. Et la musique, par contre, sans parole. Là, pour le coup, Christine m'accompagne pas trop sur les courses, mais c'est plutôt des musiques un peu épiques avec une âme et une atmosphère. Et c'est mon mari qui les compose et à chaque course, il me fait une playlist spécifique. Alors, j'ai lu une phrase que vous avez écrite sur vos réseaux sociaux. « J'aime la montagne pour le spectacle qu'elle nous livre de l'extérieur, mais aussi parce qu'elle nous transforme de l'intérieur. » Qu'est-ce que la montagne a transformé chez vous ? La montagne, elle me fait toujours le même effet de l'intérieur. C'est que dès que je retourne sur Chamonix, dans les Alpes, dans les Pyrénées, ou dans des montagnes qui sont quand même assez abruptes et agressives pour certains, je me sens profondément petite, mais profondément vivante. Et ça, c'est quand même tout le paradoxe, je trouve. Et dans le Colorado, c'était d'autant plus vrai. Un vaste territoire très sauvage où il n'y a pas un chat, où il n'y a pas de ville, pas de civilisation. On se sent tout petit et très vulnérable. Et en même temps, on se sent vraiment exister et en lien profond avec ses sensations et son corps. Et la montagne, ça m'a un petit peu sauvée, moi qui avais un petit peu du mal adolescente à être dans mon corps et à accepter mon corps. J'ai pu avoir un petit peu des phases un petit peu compliquées et le sport m'a peut-être à un moment donné malmenée et après m'a sauvée, et c'est la course à pied qui m'a permis un petit peu de retrouver du sens un petit peu corporel à l'effort, et que l'effort ne vienne pas destructeur mais plutôt un appui et un outil pour que la vie soit aussi épanouissante possible et que ça devienne quotidiennement, ce que je disais tout à l'heure, ce fameux sas de décompression et d'introspection pour, moi qui suis profondément sensible et empathique, ça m'aide en tout cas à me canaliser un petit peu chaque jour, quoi. Alors, vous avez parlé d'un syndrome qui n'est pas encore très connu du grand public, le syndrome Redès. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors ce syndrome, c'est assez compliqué puisqu'on est encore dans le diagnostic un petit peu exact des causes et aussi des conséquences, puisque c'est très très récent, comme vous le dites. Ça touche beaucoup les sports d'endurance, mais aussi les sports, on va dire, esthétiques et peut-être aussi les sports où il y a un peu les sports de combat, où il y a une gestion des fois du poids et où on apporte une restriction de par l'apport alimentaire. En fait, c'est un syndrome qui touche la nutrition, apport dépenses, les besoins spécifiques. Et en fait, ce qui se passe dans les sports d'endurance, c'est qu'on a quand même des dépenses importantes, voire quotidiennes. C'est très énergivore et quand bien même, c'est des fois difficile d'apporter assez d'énergie au quotidien et sur le long terme, en termes d'apport énergétique et fonctionnel. Vraiment l'apport calorique, énergétique, mais aussi fonctionnel de par les besoins spécifiques, le magnésium, certaines acides aminés, certains oméga
oméga 3, les acides gras essentiels pour construire un petit peu nos hormones, nos cellules et avoir un fonctionnement tout à fait normal. Et chez la femme, ça touche un peu plus les femmes, mais ça touche aussi les hommes. Chez la femme, c'est assez facile, un petit peu, il y a des signes cliniques qui ne manquent pas, c'est l'arrêt des règles, qui montre quand même qu'il y a déjà des phases, un petit peu de toutes les phases, les systèmes de procréation qui se mettent un petit peu en veille. En fait, le corps se met en économie quand on n'arrive plus à subvenir à ses besoins énergétiques. Et ça peut venir de l'apport alimentaire qui n'est pas suffisant, de la dépense qui est trop importante ou tout simplement du mode de vie qui n'est pas adapté en parallèle, parce qu'en fait il y a l'entraînement, il y a la nutrition, l'alimentation, mais il y a aussi le sommeil, il y a aussi les stress du quotidien, les stress liés à des contraintes familiales, les contraintes un petit peu liées à de l'activité liée à la famille, à notre vie privée, mais aussi à la vie professionnelle. Et moi ce qui se passait, c'est que j'étais un petit peu en hypervigilance et en hyperactivité, hyperproductivité de par mon métier de diététicienne nutritionniste, mes divers projets qui m'importaient au niveau professionnel, ma vie sportive qui prenait quand même un tournant depuis quelques années, et puis une vie aussi sociale, familiale que j'essaie aussi d'entretenir. Et en fait, à un moment donné, les journées, quand elles passent au chausse-pied, un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, le corps, il fait bien les choses et il nous murmure qui s'adapte, mais qu'il faut peut-être ralentir. Et ce syndrome a été quand même un diagnostic assez tardif chez moi, qui fait que maintenant j'ai pris vraiment la décision de mettre de côté un petit peu plus mon activité professionnelle pour mettre en avant mon sport. Et depuis ça va quand même beaucoup mieux. Je retrouve beaucoup plus de rigueur, de vigilance, de moins de problématiques hormonales et musculaires, et je vois que je peux aussi retrouver un corps plus sain et une réactivité aussi cérébrale et mentale. Parce que on est un tout, hein. À un moment donné, il n'y a pas que le physique qui flanche, il y a aussi un peu notre tête avec un peu plus d'irritabilité, un peu plus de difficultés de sommeil. Et c'est un syndrome qui est encore très galvaudé, très mal connu, mais j'espère en tout cas que moi, dans ma pratique de diététicienne nutritionniste, mais aussi que chaque sportif et que chaque professionnel de santé sera aussi amené à s'informer et à prendre en compte aussi plus ces problématiques-là, qui sont un peu des problématiques de nouvelles générations et d'excès, de trop plein en fait de tout ce que l'environnement et la vie nous fait part aujourd'hui, quoi. C'est un syndrome, en fait, c'est une sonnette d'alarme quelque part. C'est ça, c'est un peu comme si votre téléphone était tout le temps on utilise beaucoup la batterie du téléphone, et en fait quand on le met sur le socle pour qu'il recharge, il est plus capable, en fait la batterie n'est plus capable de recharger en mode plein potentiel, quoi. Donc c'est qu'il y a un petit défaut dans la recharge de la batterie. C'est un petit peu comme ça que j'amène les choses, c'est qu'on a beau aller dormir, on a beau essayer de manger et s'arrêter quand on est rassasié, on a beau essayer d'aller s'entraîner et en fait tout ça, c'est qu'il y a un trop plein quelque part, mais des fois ça peut être des toutes petites choses, un tout petit déficit, un tout petit dérèglement qui fait que au quotidien, dans la répétition de la charge, il y a un déséquilibre, quoi. Et ça, faut être vraiment vigilant, parce que à la longue ça peut être vraiment problématique pour la santé de la femme ou de l'homme, hein, mais au niveau de la procréation, moi j'ai des difficultés en tout cas aujourd'hui et j'ai envie quand même d'avoir des projets d'enfants, mais aussi autour de l'ostéopénie, autour des problématiques musculaires, au niveau hormonalement, comme j'ai pu le dire, au niveau du sommeil, au niveau de la récupération, au niveau des humeurs, des émotions, on est un peu plus fragilisé par rapport à ça, quoi. Donc aujourd'hui, vous vous concentrez uniquement sur le trail, en tout cas pendant une période, c'est ça? Vous avez mis un peu de côté votre activité de nutritionniste diététicienne? Oui, alors dans le cadre du CSO et du REPOP, où je travaille dans la prévention et de la prise en charge de l'enfant en surpoids et obèse, j'ai mis en effet de côté cette activité-là. Par contre, j'ai gardé mon auto-entreprise un petit peu, parce que j'ai à cœur quand même de continuer à pratiquer un petit peu la diététique, la nutrition, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins d'heures par semaine, c'est beaucoup plus facile aussi à caler dans l'agenda, je suis beaucoup plus autonome, et surtout j'y retrouve une vigueur d'esprit et une motivation aussi au travail, de part aussi avoir ralenti un petit peu ce rythme-là, et la place du sport prend beaucoup plus de place actuellement, c'est vraiment mon métier principal actuellement, mais je sais que c'est qu'une parenthèse et je retournerai au travail dans quelques mois, voire quelques années, en fonction de comment je ressens les choses et les projets arrivent. Mais c'est important de ne pas être trop nombriliste aussi, selon moi, hein, j'ai beaucoup d'empathie et d'envie d'accompagner les gens, et j'ai pas forcément envie que d'être
que dans ma pratique personnelle et dans mon petit monde à moi. Garder les pieds sur terre, ça fait du bien aussi. Et mais vous arrivez aussi à gérer le côté perso, voir des amis, voir la famille. C'est pas compliqué dans ce planning? Et ben grâce à cette diminution de mon temps professionnel, c'est plus facile. Alors je dis pas que voilà, hein, c'est sûr. En fait, c'est des piliers, des camemberts de ta vie où, en fonction un petit peu de tes priorités de vie et des périodes, tu grignotes un petit peu dans l'un dans l'autre. Ça devenait quand même compliqué. Il y avait plus de l'imprévu était compliqué pour moi. J'avais plus de temps pour moi, plus de temps de récupération, plus de temps un peu oisif, off. Et ça pouvait plus tenir. Et en fait, le temps social et familial, pour moi, il est très important. Rien que pour décharger et d'avoir une vie avec des relations que tu entretiens, parce que là, pour le coup, c'est des choses que tu peux pas récupérer. Hein. Là, pour le coup, c'est irréversible. Et j'avais pas du tout envie de ça. J'avais vraiment envie de mettre en avant aussi ces priorités-là. Du coup, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'aller boire un café avec une amie ou de partager un footing avec mon mari ou de faire un repas avec la famille. Ça se planifie encore, mais c'est quand même plus facile en tout cas de prévoir ça et d'avoir une répétition un petit peu de ces bons moments voilà, c'est aussi ça la vie. Hein, bien sûr. Alors pour terminer cette émission, quel est le prochain objectif? Quelle est la prochaine course à venir? Et bien là, je suis en phase de coupure sur le mois de septembre, un petit peu sur les entraînements pour retrouver un petit peu de spontanéité, de physique, d'énergie physique et mentale. Hein, c'est important les coupures dans la saison. Moi, je fais au moins minimum 3 semaines par an de coupure. Et coupure, ça veut dire plus de sport? Alors non, j'ai un peu du mal. Après les ultras, j'essaie de couper vraiment avec le sport pendant une bonne semaine, voire des fois 10 jours. Ça dépend un petit peu des sensations corporelles. Après la hard rock, c'était très facile puisque là, la récupération s'est très très bien passée et j'ai coupé une petite semaine et j'ai très vite remis le pied à l'étrier parce que j'avais envie et que tous les signaux étaient au vert. Par contre, des fois, c'est un petit peu plus long et des fois, je suis un petit peu écœurée des baskets. Je peux pas les voir pendant quelques jours. Alors, c'est rarement plus d'une semaine, pas très 10 jours. longtemps, ouais. Non, le sport fait vraiment partie de ma vie. Mais du coup, 3 semaines, c'est vraiment hors structure d'entraînement, hors plan, de par le plan que me prépare mon entraîneur. On marche pas mal par cycle et il m'envoie un petit peu mon planning au jour le jour, donc ça permet aussi d'être vachement dans l'instant T et d'être spontané. Et du coup, la prochaine course se passera début décembre, donc j'ai le temps de m'y remettre et j'ai le temps de retrouver des sensations vraiment convenables et une bonne progression à l'entraînement. Et ça se fera en Martinique. C'est la Trans-Martinique, ça fait 135 km dans le chaud de la Martinique avec un peu de dénivelé sur le début et une phase un peu plus roulante, explosive sur la fin pour préparer gentiment la transition à l'hiver avec des phases un petit peu plus de vitesse. C'est vrai que maintenant on connaît votre nom très rapidement finalement, ça fait pas si longtemps que ça que vous pratiquez le trail et maintenant vous êtes attendu, vous êtes l'une des pointures de la discipline. C'est pas une pression ça? En tout cas c'est un joli jeu de mots, pointure avec le trail, mais non, il n'y a pas de pression tant que je prends du plaisir et que la pression n'est pas supplémentaire ne dépasse pas ça, je continuerai à poursuivre ma passion. C'est le plaisir le plus important. Ouais, c'est l'essence même de notre pratique, je crois. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Manon Bohar-Caillé, je rappelle que vous pratiquez l'ultra trail, vous êtes l'une des spécialistes de la discipline et de belles courses vous attendent encore. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans cette émission aujourd'hui. Et merci Chloé, et peut-être à bientôt pour une nouvelle invitation.